Certains appareils ont su marquer l'histoire de l'aviation, grâce à leur performance, leur élégance, leur longévité, ou tout simplement grâce aux hommes qui les ont pilotés. Mais en parallèle, on trouve les autres, les ratés, les mal fichus, les moches, les dangereux, ceux qui se sont crashés durant leur premier vol, ou encore ceux qui n'ont jamais su quitter le plancher des vaches. Du coup, je vous propose de remonter le temps et de se moquer, enfin de découvrir plutôt quelques-unes de ces merveilles, tout en donnant quelques explications sur le pourquoi du comment. Allez, c'est parti. Et surtout, n'oubliez pas... Sauf que ici, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance. Durant l'entre-deux-guerres, les constructeurs français ont parfois hésité entre conservatisme et innovation. Certains tentant des trucs plus ou moins improbables. Et c'est dans cette dernière catégorie que l'on retrouve un avion particulièrement laid, le Loire 301. Au départ, on trouvait le Loire 30, un triplace de reconnaissance conçu par la société Loire Aviation. Faut bien le dire, l'engin était assez innovant pour l'époque, mais était assez... Oh, des moches comme un cul de singe! Inhabituel, avec ses 3 moteurs placés au-dessus de l'aile. Du coup, il ne dépassa pas le stade du prototype et fut rejeté par l'armée de l'air. Mais les ingénieurs de Loire Aviation ne se découragèrent pas et décidèrent d'expérimenter avec leur prototype. Du coup, ils ont décidé de l'enlaidir, de l'améliorer, ça dépend du point de vue, histoire d'attirer l'attention de l'armée de l'air. La version modifiée, baptisée Loire 300, était dorénavant équipée d'une énorme tourelle blindée installée dans le nez, sans doute conçue pour recevoir une arme de gros calibre. Comme la tourelle déséquilibrait complètement l'engin, un des moteurs fut reculé et inversé avec une hélice propulsive. En raison de la forme particulière de la tourelle, l'avion reçut le surnom peu flatteur, mais entièrement mérité de lessiveuse volante. Enfin, volante, il ne vola pas beaucoup, l'armée de l'air mettant définitivement fin au projet et renvoyant l'engin chez son constructeur. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'usage de troupes aéroportées devint assez fréquent. On peut citer entre autres les attaques allemandes sur le fort d'Eben et Maal en mai 1940, l'invasion de la Crète un an plus tard, ou encore côté allié les parachutages américains dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Le problème, c'est que les troupes aéroportées se retrouvent souvent privées d'équipements lourds. Pas de véhicules, pas de chars, bref, ce n'est pas l'idéal. Du coup, certains ingénieurs décidèrent d'innover. Et l'exemple qui nous intéresse ici est l'œuvre, le méfait plutôt, de Raoul Hafner, un spécialiste du gyroplane. Qu'est-ce qu'un gyroplane ? Eh ben, c'est en quelque sorte l'ancêtre de l'hélicoptère moderne, une sorte d'hybride entre un avion et un hélico qui fut assez vite éclipsé par ces derniers. En 1942, Hafner conçut un système de voilure tournante afin de faire voler une Jeep. Oui, une Jeep. Enfin, voler. Bon, c'est un grand mot, disons plutôt essayer de ne pas tomber, ce serait déjà pas mal. La Jeep était équipée d'un carénage et de petites ailettes qui devaient lui donner une forme vaguement aérodynamique. L'ensemble ressemblait davantage à une invention débile sortie de l'émission Top Gear qu'à un engin volant, mais passons. Cette merveille reçut le surnom de Water Buggy, et les premiers essais eurent lieu en tractant l'engin derrière une voiture, lui permettant de planer à peu près correctement. Par la suite, le Water Buggy fut tracté en vol par un bombardier Whitley. Après quelques améliorations, les jeeps volantes pouvaient planer à une centaine de km/h, ce qui est plutôt pas mal. Enhardi par cette idée, Hafner eut même l'idée de développer une version plus lourde en utilisant un char Valentine. Mais fort heureusement pour les tankistes britanniques, l'idée ne dépassa pas la planche à dessin. Et honnêtement, vu les qualités de vol de la Jeep, il est mieux pas imaginer ce que ça aurait donné avec un char. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Au final, l'arrivée d'imposants planeurs capables de transporter des Jeeps, voire même des tanks légers pour le Hamilcar, rendait inutile un engin comme le Water Buggy. Faut dire que malgré tous les efforts de ses concepteurs, l'engin restait assez instable en l'air et aurait fait une belle cible pour les Allemands. Enfin, une fois qu'ils auront compris que ce drôle d'engin volant n'était pas une hallucination. L'entreprise Blackburn était un constructeur britannique qui se distingua en développant surtout des avions moyens, voire médiocres. Bon, à la limite, il y a le Buccaneer qui était intéressant, mais sinon rien de révolutionnaire. Par contre, ils ont fait toute une flopée de designs assez originaux, complètement ratés ou particulièrement hideux, et croyez-moi, il y a de quoi faire avec eux. Et parmi tous ces designs bizarres, on trouve ceci, le Blackburn. Notez au passage le gros effort fait pour la recherche du nom. Oui, au passage, ça ressemble au croisement entre un furoncle et un biplan, mais ça c'est normal, on n'est plus à ça près. Le Blackburn était un avion de reconnaissance destiné à être déployé sur les porte-avions britanniques.
Son premier vol a eu lieu en 1922, l'engin accueillait 3 membres d'équipage et était relativement performant pour l'époque, ce qui lui valut d'ailleurs d'être sélectionné. Il servit notamment sur le HMS Eagle et il mena une carrière honorable à défaut d'être brillante jusqu'au début des années 30. Quelques-uns furent également utilisés pour l'entraînement des pilotes. Faut le dire, c'était rude pour un débutant de commencer avec une merveille pareille. Bon, je me moque, mais il faut être honnête. Dans ce type d'appareil, il fallait avant tout offrir un bon champ de vision à l'observateur et avoir de bonnes qualités de vol. Atterrir sur un porte-avions étant un exercice assez périlleux, surtout à l'époque. D'ailleurs, on aura l'occasion d'évoquer d'autres avions d'observation au design assez particulier. Et on aura certainement l'occasion d'évoquer d'autres avions de chez Blackburn. Les débuts de l'aviation furent riches en histoires originales. On partait d'une feuille blanche et des pionniers ont dû tout inventer. Certains firent des études d'ingénieur avant de se lancer, comme les frères White ou Louis Blériot. D'autres apprirent sur le tas, travaillant d'arrache-pied et faisant preuve d'une grande ingéniosité, comme Glenn Curtis, qui arrêta l'école vers 13 ans. Et à côté de ça, on a le Dr Christmas. William Christmas était médecin et passionné par l'aviation. Il commença à proposer plusieurs projets vers 1909, la plupart ne dépassant pas la planche à dessin. Mais pas celui-là. Christmas réussit à convaincre la Continental Aircraft Company de l'aider à construire son dernier modèle, le Bullet. L'engin devait être révolutionnaire et servir à, tenez-vous bien, kidnapper l'empereur d'Allemagne, le Kaiser Guillaume II. Oui, j'ai oublié de vous préciser, le Dr Christmas a progressivement acquis une réputation de mythomane. Réputation qui n'est pas totalement imméritée. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Le design devait, d'après son inventeur, limiter au maximum la traînée, tandis que les ailes devaient être flexibles et simplement fixées au fuselage, sans entretoise. L'avion devait tourner en tordant ses ailes, sans utiliser d'ailerons. Les idées du Dr Christmas ne déclenchaient pas l'enthousiasme des ingénieurs de la Continental. L'ingénieur en chef, Vincent Burnley, tentant de modifier le Bullet, mais sans succès. Mon destin, c'est de m'entourer de nuls, de vrais nuls. Le design n'était pas le seul sujet d'inquiétude. Les matériaux utilisés n'étaient clairement pas de première qualité et n'étaient pas adaptés pour un avion. Quant au moteur, le bon Dr Christmas obtint un prototype du Liberty 6 fourni par l'armée américaine. Sauf que l'engin devait servir uniquement pour des tests au sol. C'est cela, oui. Avec une telle planification, le résultat ne pouvait être que catastrophique. Et ben ce fut encore pire que cela. Le premier vol du Bullet eut lieu en janvier 1919, trop tard du coup pour kidnapper le Kaiser. L'engin s'écrasa dès son premier vol après avoir perdu ses ailes, tuant son malheureux pilote. Mais Christmas ne se laissa pas démonter, se vantant même dans le magazine Flying que son avion avait atteint une vitesse de 317 km/h. C'est-à-dire quand même 100 km/h de plus que le Spad 13 qui équipait alors l'aviation américaine. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Plus grave, Christmas construisit un deuxième appareil équipé d'un moteur Hall Scott, vu que le précédent engin avait été détruit. Et malheureusement, cet appareil connut le même destin funeste, tuant son pilote dès le premier vol. Faut dire que le problème n'était clairement pas le moteur, mais plutôt l'avion en règle générale. Les ailes ne tenaient définitivement pas au fuselage, et l'engin était beaucoup trop fragile. Seule bonne nouvelle dans toute l'histoire, le deuxième crash entraîna l'abandon définitif du projet. Le Dr Christmas continua néanmoins à chercher des fonds pour construire d'autres avions, prétendant avoir déposé des centaines de brevets dans l'aéronautique et vendu son idée d'aile flexible à l'US Army. Ouais, un vrai génie, et un chouïa mythomane quand même. Con, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que j'en fasse d'autres. Après tout, j'ai déjà une belle liste d'avions ratés, moches ou bizarres à évoquer. Si vous avez des suggestions d'avions, n'hésitez pas également à les laisser en commentaire. La prochaine vidéo, qui n'a rien à voir avec l'aviation, se prépare également. Je vous encourage à laisser un pouce bleu et un commentaire si vous avez apprécié, et à vous abonner si ce n'est pas le cas. On se retrouve pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.